Thierry Mariani, Bonjour. ancien ministre, ancien député Les Républicains. Alors vous êtes celui dont tout le monde parle en ce moment chez Les Républicains pour vos prises de position dérangeantes, que ce soit sur la Syrie, vous défendez Bachar el-Assad, ou sur le Front National, vous aimeriez que votre parti, Les Républicains, s'en rapproche. C'est parce que vous n'avez plus de mandat et qu'au fond vous n'avez plus rien à perdre? Non, c'est parce que la situation a changé. C'est deux choses totalement différentes. On y reviendra, mais la question que je me pose, c'est comment reprendre la majorité au niveau national. Et en Syrie, où notre pays est engagé, je pense qu'on fait fausse route depuis des années. Alors, vous êtes l'une des rares personnalités politiques françaises à apporter un regard indulgent, disons, sur Bachar el-Assad, que vous avez rencontré à 5 reprises. Emmanuel Macron veut lui retirer sa Légion d'honneur. Ça vous scandalise ou ça vous fait rire ? C'est insignifiant. Enfin, je veux dire, la vraie question, c'est pourquoi on donne la Légion d'honneur systématiquement à certains responsables étrangers. Vous savez, je me suis aperçu, par exemple, qu'on avait donné... Il ne la méritait pas, Bachar el-Assad ? Mais ça n'a aucun sens de remettre systématiquement la Légion d'honneur à des responsables étrangers. Voilà, l'ancien prince héritier d'Arabie Saoudite, François Hollande, y avait remis la Légion d'honneur en 2016. Pourquoi ? Voilà, franchement, le problème... Et lui retirer, donc vous dites insignifiant. Attendez, le problème, c'est comment on fait la paix en Syrie. Comment on arrête cette tuerie? Voilà. Après la Légion d'honneur ou pas, je pense sincèrement que ce n'est pas le principal souci du gouvernement syrien. Et Bachar el-Assad, donc c'est quoi? C'est quand même pas un gentil démocrate qui fait du bien à son peuple Non, personne, c'est dans une guerre civile. Dans une guerre civile, vous ne résistez pas 6 ans si vous êtes un naïf. 400 000 morts, plus de 12 millions de réfugiés, la moitié de la population déplacée. Je suis d'accord, sauf que je pense aussi que dans cette guerre, il faut toujours voir aussi quel est l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, je suis désolé, c'était que ce régime reste et que le chaos ne s'installe pas en Syrie. Aujourd'hui, faisons un scénario inverse. Bachar el-Assad est en train de gagner la guerre. Imaginons qu'il l'ait perdue. Est-ce qu'on pense sincèrement que d'avoir les sympathisants d'Al-Qaïda ou de Daesh au pouvoir en Syrie, c'était une bonne affaire pour la France ? Est-ce qu'on pense que l'intérêt de la France, c'est d'avoir un nouveau foyer de terrorisme? Donc, que ça nous plaise ou non, moi je pense avant tout à l'intérêt de mon pays. L'intérêt de mon pays, c'est de lutter contre le terrorisme. Et l'armée syrienne, heureusement, a combattu le terrorisme. Alors, vous déplorez les frappes opérées en Syrie sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais la Russie bloquait. Alors, que fallait-il faire? Laisser ces utilisations d'armes chimiques sans réponse? D'abord, c'est la deuxième fois depuis 1945 que la France s'affranchit d'un vote des Nations Unies pour intervenir. La première fois, c'était en ex-Yougoslavie. Ce que je dis simplement, c'est que cette pseudo-attaque chimique n'a aucun sens. Pseudo, oui, je dis pseudo parce que, à mon avis, où il n'y a pas eu attaque chimique, ou c'est pas le régime syrien qui en est l'auteur. Vous avez les preuves de Je n'ai aucune preuve, mais pas plus que le gouvernement français. J'y reviendrai si vous le permettez. Il faut toujours se poser la question, à qui profite le crime ? Franchement, la Syrie, le gouvernement est en train de gagner la bataille. 95% de la Ghouta est reprise. Et alors qu'il sait qu'il aura systématiquement des représailles, il va lancer une attaque chimique contre une 50aine de civils qui ne représentent aucun intérêt militaire. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Le seul à qui profite, entre guillemets, le crime, eh bien, effectivement, c'est les djihadistes qui voient une intervention occidentale. Et quand Emmanuel Macron dit « on a les preuves, nos services ont les preuves », vous dites quoi? J'invite tous ceux qui nous regardent à aller sur le site du Quai d'Orsay pour regarder le fameux rapport. Qu'est-ce qu'on regarde sur ce fameux rapport? On s'aperçoit de deux choses, qu'en réalité, les fameuses preuves, c'est l'analyse des vidéos et des réseaux sociaux qui a été fait après cette fameuse attaque. Non, les services français, c'est les services qui ont analysé ces vidéos. Voilà, Donc vous dites Emmanuel Macron n'a pas les preuves de ces attaques chimiques et a frappé sans preuve. Je dis que les preuves, c'est du bidon. En plus, excusez-moi, regardez... Donc il ment, donc Emmanuel Macron ment. Je dis que c'est du bluff. Je dis que c'est du bluff et je pense, excusez-moi, que tout ça est une farce. Pourquoi? Une farce tragique, mais une farce. Pourquoi? D'abord, on a attaqué un site où, paraît-il, il y avait des armes chimiques, le site de Barzé. Frédéric Pichon rappelle que ce site a été inspecté par l'OIAC, l'organisation internationale. Qui est affiliée à l'ONU, voilà. Les experts sont sur place en ce moment. Le 28 février. C'est-à-dire que le 28 février, ces fameux experts inspectent ce site et le 14 avril, ils avaient refait des armes chimiques. Ce n'est pas très sérieux. Deuxièmement, vos auditeurs, les téléspectateurs réfléchissent, c'est des sites ultra sensibles qu'on a bombardés. Et il n'y a pas un mort. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas protégés. Enfin, tout ça, excusez-moi, en réalité, on a été prisonnier d'une ligne diplomatique, on s'est fixé des lignes rouges. C'est une erreur, parce qu'à partir du moment où vous dites des lignes rouges, si vous n'intervenez pas après, qu'est-ce qu'on aurait dit si Macron n'avait rien fait? On aurait dit, ah mais il est comme Hollande ou Obama, il n'intervient pas. Si vous intervenez après, est-ce que vous êtes intervenu parce que vous avez répondu à une provocation? Je pense que sur cette attaque, il y a eu une provocation, une manipulation, mais je le répète, c'est absolument pas l'intérêt du gouvernement syrien d'avoir fait une attaque chimique. Il faut toujours se poser cette question. Ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ces derniers jours, vous avez signé, aux côtés d'élus du Front National et de Robert Ménard, l'appel d'Angers, une tribune publiée dans Valeurs Actuelles, dans laquelle vous dites
En 2018, les droites françaises ne peuvent plus continuer à jouer leur partition en solo et à refuser toute alliance. Ni les Républicains, délestés de leurs alliés centristes, ni le Front National, toujours cornerisé, ni les partis eurocritiques ne pourront l'emporter seuls. Bref, pour vous, le temps est venu pour les Républicains de s'allier au Front National? Alors d'abord, je ne suis pas la direction du parti Les Républicains, je représente un adhérent, point final. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation totalement nouvelle. Nos alliances traditionnelles ont explosé. Traditionnellement, là, c'était le parti de la droite et du centre. Aujourd'hui, on le voit très bien, l'essentiel du centre, l'essentiel, est parti avec Emmanuel Macron. Et donc la question que je pose simplement, c'est si on veut gagner les prochaines échéances nationales, avec qui on les gagne? Est-ce qu'on peut les gagner seul? Jamais. C'est impossible. Quelles que soient les qualités de Laurent Wauquiez, quelle que soit la volonté du mouvement, on n'arrivera pas à les gagner seuls. Donc vous voulez que le Front National et les Républicains fassent alliance? Je dis qu'il nous faut des rapprochements. Je dis qu'il faut peut-être discuter. Je dis aussi que certains partis ont évolué. Regardez, aujourd'hui, tout le monde reçoit les leaders autrichiens en grande pompe. Il y a 20 ans, les leaders autrichiens, je m'en souviens, étaient quasiment pestiférés parce que l'extrême droite avait gagné les élections. Peut-être que l'extrême droite française aussi a changé, il faut en tenir compte. Est-ce que vous ne redoutez pas d'être exclu des Républicains ? Puisque début avril, Laurent Wauquiez l'affirmait, si vous faisiez le moindre début de commencement d'alliance, vous seriez exclu de votre parti. Je ne fais aucun début de commencement d'alliance, je pose simplement des questions et je voudrais que dans ce parti, on réfléchisse. Laurent Wauquiez vous a appelé depuis la publication de cette Oui, j'ai eu Laurent tribune Wauquiez hier par SMS, on doit se voir prochainement et je suis tout à fait, bien sûr, disposé à en discuter avec lui. Il n'y a pas de menace d'exclusion jusqu'à présent? J'ai vu que certains réclamaient ma tête dans le parti. Mais lui ne vous a pas menacé d'exclusion? Par SMS, non. Mais on se verra personnellement. Voilà, non, si vous voulez, je pense qu'on est prisonnier d'un piège. La ligne que défend Laurent Wauquiez, à savoir un certain retour aux valeurs traditionnelles de droite, est la bonne. Sauf qu'on est toujours dans le piège où on dit aucune alliance possible, aucun rapprochement possible. Il ne s'agit pas de signer un programme commun immédiatement. Il s'agit simplement de voir que sur certains dossiers, on a des points communs. Le bon exemple, c'est l'immigration, par exemple. Alors, vous parlez d'un simple SMS de Laurent Wauquiez. Ce qui est étonnant, c'est que dans votre parti, finalement, c'est plus critiquable et plus grave de rejoindre Emmanuel Macron que de se rapprocher du Front National. Mais je n'ai pas rejoint le Front National. Je pense que si je rejoignais le Front National, je devrais être viré, c'est totalement normal. Je dis simplement, je fais un constat... Ce que vous me dites ce matin, c'est que vous n'envisagez pas d'être sur la liste du Front National aux européennes. Je ne dis rien du tout, je dis que pour le moment, je suis toujours dans ce parti, que pour le moment, je soutiens toujours ce parti, et je pense que Laurent Wauquiez a une bonne ligne, mais qu'il faut peut-être avoir une stratégie un peu plus ouverte. Je représente mais vous n'excluez pas d'être sur la liste FN aux européennes? Je n'exclus rien, parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer aux européennes, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut se poser des questions, comment on gagne les prochaines élections, voilà, et que la donne politique a changé, on n'a plus du tout les mêmes alliés, et le Front National a évolué. Le Front National a évolué, mais vous disiez quand même il y a un an à peine que son histoire restait incompatible avec la vôtre, que Marine Le Pen ne racontait que des bêtises. J'imagine que ce n'est pas sa prestation télé face à Emmanuel Macron qui vous a fait changer d'avis? Au niveau économique, on a des désaccords profonds. Sur les questions européennes aussi. Après, je le répète, sur les questions régaliennes, il y a des rapprochements. Enfin, il y a des positions communes, c'est évident. Et puis, deuxièmement, je constate que le Front National, par exemple, est en train de changer de nom, ce qui est aussi une volonté... Et peut-être de tête. C'est peut-être ce que vous attendez. Regardez la une de l'Express. Oui. On va la voir de façon plus claire. Marion Maréchal Le Pen est à la une de l'Express. Ce que mijote la droite de la droite. Ça vous plairait davantage? Ça vous attirerait davantage vers le Front National? Le Front National n'est pas mon mouvement. Le Front National choisit ses dirigeants. Voilà. Mon problème, vous espérez son retour? Vous êtes en contact avec elle? Non, je ne suis pas en contact avec elle. Je la connais puisqu'on était ensemble à la même commission et accessoirement dans le même département du Vaucluse. Mais elle vous plairait davantage que Marine Le Pen, peut-être? Je n'ai pas de choix là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner. Alors, sur le thème de l'immigration, puisqu'on en débat avec la loi Gérard Collomb à l'Assemblée nationale en ce moment, augmenter la durée de rétention pour les migrants, réduire les délais d'instruction des demandes d'asile, accélérer les reconduites à la frontière, ça va dans le bon sens pour vous, non? Vous savez, c'est un peu comme le Canada Dry, le texte est joli, mais ça semble aller dans le bon sens, mais quand on va en détail, en réalité, on s'aperçoit que non. Quel est le problème de l'immigration? On a changé de dimension. Pendant des années, on a eu à peu près 100 à 150 000 nouveaux arrivants en France. L'année dernière, c'était 270 000 cartes de séjour données, plus 100 000 réfugiés. Donc 370 000. Ce texte ne répond pas du tout aux défis qu'on a. Mais quand vous voyez une bonne partie des députés de la République En Marche vouloir humaniser ce projet de loi, ils ont déposé plus de 300 amendements, ça ne vous rassure pas sur son contenu, vous? Absolument pas, parce que ce que je regarde aussi, c'est le budget. Regardez le budget qui a été voté il y a quelques mois. Les crédits de reconduction à la frontière sont en baisse. Les crédits pour l'aide médicale d'État, c'est-à-dire pour les sans-papiers, sont en hausse. Donc on a une sorte de posture ferme du gouvernement qui est affichée, mais il y a un certain nombre d'amendements dans ce
texte qui peuvent être dévastateurs. Exemple, si vous le permettez, le regroupement familial. Désormais, un mineur pourra faire venir ses parents s'il est en France en situation irrégulière. Ou autre exemple, on pourra faire venir les frères et sœurs. Ça vous dérange si votre enfant allait dans un autre pays, vous n'auriez pas envie de le suivre? J'aurais envie de le récupérer dans mon pays. J'aurais pas envie de le suivre. Vous vivez en France et que c'est peut-être plus confortable. Écoutez, excusez-moi, si un mineur est en France alors que ses parents sont je ne sais dans quel pays, la vraie solution, c'est de le renvoyer chez ses parents. C'est pas de faire venir les parents. Et s'il court un risque dans son pays, c'est pas de faire venir les parents? Non. Écoutez, s'il court un risque, dans ce cas-là, il dépose une demande d'asile et on regarde s'il court un risque. Ouais. Mais très souvent, soyons honnêtes, le risque, il est surtout, c'est une immigration économique, c'est pas une immigration politique. Je vous ai vu qualifier les étudiants occupant les universités de gauchistes attardés. L'insulte, c'est dans gauchiste ou dans attardé? Oh, c'est pas une insulte, c'est eux qui s'insultent eux-mêmes. Quand je voyais par moments, je crois que c'était à Tolbiac, ces âgés, c'était un peu grotesque. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je connais des étudiants qui n'arrivent pas à passer leur partiel. Voilà, à la limite. Et ça vous exaspère? Écoutez, chacun a le droit de faire grève, chacun a le droit de faire, mais pas de bloquer les autres. Et puis attendez. Donc la réforme du gouvernement, vous la voteriez? La réforme du gouvernement, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut une certaine sélection à l'université. Je pense que cette réforme n'est pas excellente parce qu'en réalité. Mais vous la voteriez si vous étiez toujours député? Non, pas en l'état, parce que par exemple, parce que par exemple, quand on me demande 10 vœux et qu'il n'y a pas de hiérarchisation, c'est totalement débile. Je veux dire, si on vous demande quels sont les 10 métiers que vous voulez faire, il y en a forcément 2 ou 3 que vous préférez et les autres que vous... Voilà, c'est pas tellement applicable. Et puis, pardonnez-moi sur cette remarque, sur cette grève. Quelle image on donne à l'étranger quand on veut attirer des étudiants ? Moi, je me souviens, j'ai été député des Français de l'étranger, l'image qu'ont nos universités par moment, à savoir qu'on ne peut pas travailler parce qu'il y a des grèves, ce qui se passe est dramatique pour l'image de nos universités. Les étudiants, donc gauchistes attardés, comment vous appelleriez les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, du coup? Pour certains, gauchistes violents et dangereux. Voilà, je veux dire, je pense qu'il y a des écolos sincères, etc. Mais quand je vois les affrontements qu'il y a avec les forces de l'ordre, quand je vois que dans ce pays, on tolère qu'on envoie des cocktails Molotov, où on peut défigurer un gendarme ou un policier, et qu'on trouve ça pratiquement sympathique pour certains, c'est inadmissible. Donc vous n'êtes pas de ceux qui reprochent à Emmanuel Macron d'envoyer trop de forces de l'ordre face aux zadistes? Non, je pense que dans ce cas-là, il faut que l'ordre soit rétabli. Voilà. Et que ce que je regrette, c'est d'abord qu'on ait cédé sur ce projet d'aéroport, parce qu'il y avait plus de 100 décisions de justice. Voilà. Et ça donne finalement raison à ceux qui ont tout bloqué. Mais après, je pense que la force doit rester à la loi. Aujourd'hui, il y a une reprise des dialogues entre des représentants des zadistes et la préfète. Vous trouvez que c'est une bonne chose ou vous trouvez que c'est s'abaisser et que l'autorité de l'État est en échec? Oh, quand il y a du dialogue et qu'on peut apaiser les tensions, voilà. Moi, je pense aux policiers qui ont été blessés. Si on peut discuter 24 heures de plus et éviter des affrontements avec des représentants des forces de l'ordre blessés, c'est très bien. Et les cheminots grévistes, vous ne partagez pas davantage leur combat que les étudiants ou que les zadistes? Je pense que la réforme de la SNCF s'imposait. Après, je pense que comme beaucoup de réformes, elle est faite dans ce pays avec une certaine brutalité. Est-ce qu'il faut revenir sur le statut de la SNCF? Oui. Mais est-ce qu'on était obligé... Donc cette réforme, vous l'auriez votée? Je pense. Sincèrement, je pense. Elle a été votée, hein, hier. Oui, elle a été votée, je pense. Mais par exemple, aujourd'hui, quand on discute avec les cheminots, j'en ai rencontré quelques-uns avant-hier, c'est vrai que leur dire on vous supprime votre statut, mais on ne sait pas ce qu'on va vous proposer alors qu'on n'a même pas encore fini le canevas. La réforme, elle est très claire. La réforme, elle est très claire, pas sur le statut. Je veux dire, la réforme, elle est très claire. Non, ceux qui sont déjà cheminots, ils gardent leur statut même s'ils vont dans le privé. Un statut. Ils gardent leur statut, et même s'ils vont dans le privé, et ceux qui vont devenir cheminots, ils n'ont pas le statut. Oui, mais quel statut ils auront, comment ils seront traités, voilà. Je pense que l'essentiel de cette réforme, il fallait ouvrir à la concurrence, il faut moderniser effectivement. Privatiser? Non, pas privatiser, il faut ouvrir à la concurrence. Mais la SNCF, en plus, peut très bien se débrouiller. Quand j'étais ministre des Transports, je rencontrais toujours mon homologue allemand, qui était de Bavière, qui me disait « Pourquoi vous ouvrez pas à la concurrence ?» Parce que dans ma région, en Bavière, c'est lui qui parlait, il disait « C'est les filiales de la SNCF qui emportent les marchés », ce qui prouve que la SNCF peut être très bonne quand elle veut. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. Entre nous. Votre femme est russe. Oui. C'est elle qui vous a convaincu que Vladimir Poutine était un homme formidable? Pas du tout. Alors là aussi, ça fait partie d'un mythe. Figurez-vous que je me suis intéressé à la Russie parce que j'étais dans une école militaire. Oui. Et qu'à l'époque, c'était la fin de la guerre froide, le russe était obligatoire. Et donc tout simplement, à partir de la seconde, j'ai appris le russe. Donc vous parlez couramment russe? Je parle à peu près russe. Et Vladimir Poutine est un homme formidable? Non, je pense que Vladimir Poutine est l'un des rares chefs d'État qui pense avant tout à son État, avant tout au bien-être de ses citoyens, qui a un certain nombre de défauts. Et puis je pense aussi que la Russie est un État qui n'a pas les mêmes traditions que la France, mais en tout cas où les citoyens sont attachés à protéger leur identité. Merci beaucoup Thierry Mariani. Merci. La suite de la matinale avec Adrien.